en réalité, on voit poindre une dimension normative dans la façon non seulement dont on utilise les instruments, mais en réalité, bien en amont de ça, dans la façon dont on les conçoit. Il y a une dimension normative qu'il n'y avait pas auparavant. Même si on peut se servir après des instruments de mesure qui sont dans la physique pour en faire quelque chose, ce n'était pas forcément là au moment où on les a conçus. Température, c'est température. Température d'ailleurs, on va reparler de la température. C'est très intéressant la température. Je pose tout de suite un constat. Vous savez qu'on peut mesurer la température avec différentes unités de mesure. Donc vous pourriez me dire, il y a plusieurs métriques pour la température. Degrés Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Et si on mesure la température dans la salle, là, et puis je mesure dehors, imaginons que, conjecture raisonnable, le thermomètre en Celsius nous dit dehors il est plus froid qu'ici. Bon. Si je change de métrique et que je passe en Kelvin, est-ce que le thermomètre en Kelvin va contredire le thermomètre en Celsius? Évidemment non. Le thermomètre en Kelvin ne va pas nous annoncer qu'il fait plus chaud dehors. Et alors, je vais divulgacher un petit peu la suite, spoiler un petit peu la suite. Ce n'est pas la même histoire du tout pour les indices de biodiversité. Pour les métriques de biodiversité, elles peuvent tout à fait se contredire. On va y arriver. Mais gardez à l'esprit cette histoire de température, c'est très important. Voilà, donc de l'observation à la gestion. Jadis, c'était pour la classification des espèces, simple curiosité scientifique. Aujourd'hui, il se trouve que les métriques sont des outils clés pour la gouvernance environnementale. Une mesure au service donc de décisions normatives. Et j'enfonce encore le coup, pardon de me répéter, mais en physique, il faut mesurer pour comprendre. En biodiversité, oui, il faut mesurer peut-être pour comprendre, mais avec une arrière-pensée qui consiste à préserver peut-être, ou en tout cas à arbitrer. Et c'est un reflet, évidemment, des évolutions sociétales, et notamment de la façon, d'ailleurs, dont les valeurs, cette fois pas les valeurs numériques, mais les valeurs axiologiques, évoluent au cours du temps. Voilà, mais ça, j'en dirai pas plus, peut-être pour une autre soirée, si tu en ressens l'envie. Ok. Bon, donc là, maintenant, on va resserrer un petit peu le scope. Hein. On va partir un peu moins dans des considérations très générales, et finalement, je vais me réduire à une grande question que je vais décliner en sous-questions. La première grande question, c'est peut-on mesurer la biodiversité? Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? D'abord, qu'est-ce que c'est la biodiversité? Et si vous avez une définition en tête, est-ce qu'on peut la mesurer? Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la biodiversité. J'imagine que vous avez dû lire des choses dessus, qu'en général, vous ne retenez pas, moi non plus, parce que ça fait 3 km de long. Donc, on sent bien que ce sont des généralités où, à la limite, on va comprendre un peu, mais quand on va passer au stade opérationnel, on ne saura pas quoi en faire. C'est tout à fait. Oui, la variabilité du vivant. Voilà, vous avez lu des choses comme ça, qu'on l'appréhende au niveau des écosystèmes, qu'on l'appréhende au niveau des espèces, qu'on l'appréhende au niveau des gènes, du micro, en passant par le macro, en revenant sur le micro. Bon, bien, mais concrètement, en pratique, qu'est-ce qu'on fait de ça? On regarde. On regarde. Bon. on va regarder un petit peu ensemble. Il y a des sous-questions à ma question générale. C'est, donc, puisqu'il existe des instruments, et pas un instrument, pas une métrique, mais plusieurs. Il y a une première question qui est, maîtrise-t-on les propriétés des instruments de mesure? Et je vous ai mis parfois oui. Et en fait, je vais parler ce soir des instruments dont on maîtrise bien les propriétés. Il en existe plusieurs. Je crois qu'à l'heure actuelle, il doit y en avoir une bonne centaine. De celles que je connais. Sans compter celles que je ne connais pas. Une bonne centaine. Et elles ne sont pas toutes maîtrisées. C'est-à-dire que quand on les utilise, on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Est-ce que ces outils, ceux qu'on maîtrise en tout cas, sont équivalents? Comme je vous le disais tout à l'heure à propos de la température. Alors là, la réponse est clairement non. Ils ne sont pas équivalents. Donc je vous disais tout à l'heure, je mesure la température ici, j'en mesure dehors. Que je le fasse en Celsius, en Kelvin ou en Fahrenheit, la conclusion sera la même. S'il fait plus chaud ici en Celsius par rapport à dehors, il fera plus chaud aussi en Kelvin, il fera plus chaud en Fahrenheit. Donc toutes ces mesures sont cohérentes. En fait, elles s'obtiennent par transformation croissante l'une de l'autre. Il n'y a pas de surprise. Il y a une formule qui permet de passer des Celsius en Kelvin, vous retranchez un truc, vous ajoutez une... Voilà. Donc, quand il y en a une qui dit qu'il faut aller à gauche, elles disent toutes qu'il faut aller à gauche. Ça, ce n'est pas vrai des mesures, des métriques de la biodiversité. Il faut en être conscient et je vais vous le montrer ça. Ce n'est pas une opinion que je vous donne, c'est un élément de connaissance établi.
Et alors, dernière question, j'en parlerai un peu moins, est-ce que leur usage est facile? Plus ou moins en fait. Mais peut-être que l'intelligence artificielle pourrait aider de ce côté-là. Ça c'est possible. Mais clairement, en fait, les métriques, ce sont des méthodes de calcul. Il vous faut à la fois, pour faire de la tarte aux pommes, il faut les pommes et la recette. Alors les métriques, c'est la recette. Et les pommes, c'est les données. On a de plus en plus de données qui sont de plus en plus facilement accessibles. Et puis le temps de calcul qui peut être gourmand pour certains indices, on l'appréhende de mieux en mieux. Donc de ce côté-là, je vais passer assez vite, mais c'est un enjeu en soi, mais je ne vais pas tellement focaliser sur ça. Alors voilà, ça c'est ce qu'on va raconter. Je vais organiser en quelques points là. On va commencer par se donner une expérience de pensée qu'on va pratiquer ensemble, parce que ça va nous permettre de réfléchir à la question. Alors, pardon à l'avance, parce que raisonner sur des métriques, des chiffres, il y en a peut-être qui sont fâchés avec les mathématiques, c'est un côté un petit peu aride. Mais je crois que c'est important en fait. Alors moi j'ai essayé dans les diapositives de rendre ça le moins aride possible. J'ai mis le moins de formules possible. Mais voilà, disons que je crois que ça vaut le coup d'essayer de faire cet exercice, même si c'est un petit peu aride. Et on va le faire à travers une petite expérience de pensée qui va nous simplifier la vie. Donc c'est déjà un premier effort, disons, pour rendre tout ce que l'on va raconter ce soir le moins rébarbatif possible. Mais aussi, l'expérience de pensée, elle a l'avantage qu'on maîtrise intellectuellement ce qui se passe. C'est à portée de notre intelligence. Si vous faites ça sur un très très grand nombre de données, sur de vrais écosystèmes, ce genre de choses, très vite on perd l'intelligence de ce qu'on est en train de faire. Et c'est l'ordinateur qui prend le relais. Voilà, c'est une boîte noire. Après, vous voyez, il nous sort quelque chose, on ne sait plus de quoi on parle. Là, on va plus ou moins maîtriser le propos. Et puis, on va avoir trois grandes familles. Donc, c'est le point 2, 3 et 4. Trois grandes familles de métriques. La première, c'est ce qu'on appelle parfois dans la littérature la notion de richesse. La deuxième reste sur l'idée d'uniformité. Et la troisième, sur l'idée de dissimilitude entre les objets qui composent l'ensemble sur lequel on veut se prononcer à propos de la biodiversité. Voilà, et puis une petite conclusion sur ce qu'il faut retenir, puis des éléments de débat. Vous pourrez m'attaquer si vous voulez, si vous en avez les moyens, attention, c'est dur. On verra ça. Alors, voilà notre expérience de pensée. Deux petits écosystèmes. À gauche, écosystème X, à droite, écosystème Y. Fictif, bien sûr. Et la question qu'on va se poser, c'est celle qui est écrite en bas, là. Quel écosystème offre la plus grande biodiversité? Alors, je vous laisse un petit peu regarder. Mais je commente en même temps. Donc en fait, de part et d'autre, dans chaque écosystème, vous avez 8 individus vivants. À gauche comme à droite. D'accord. À gauche, vous avez donc une tortue, une méduse et 6 papillons. Et à droite, vous avez 4 sardines et 4 chats. Mais, dans les deux cas, 8 individus vivants. Ça a l'air très simple, mais on va commenter un petit peu ça ensemble, parce que c'est déjà très compliqué en réalité. Qu'est-ce qu'on voit sur cet exemple fictif? Plein de choses. Bon, donc on l'a dit, il y a 8 entités, 2 ensembles de 8 entités, bon, très bien. Est-ce que ça se résume à ça? Bon, il y a des formes qui sont différentes. Je pense que certains d'entre vous, dans votre tête, ont commencé à compter le nombre d'espèces. Non? Oui. Et peut-être, si je vous demande quel écosystème est le plus biodiversifié, vous allez me répondre, allez, je fais un pari. L'écosystème X. Pour la raison tout à fait intuitive et tout à fait recevable, parce que ça existe dans la littérature, qu'il y a plus d'espèces à gauche qu'à droite. C'est ça. Donc 3 espèces à gauche, dans X, et simplement 2 espèces à droite. Bon, et ça c'est le critère de richesse dont on va parler dans un instant. Ça existe, hein. On compte le nombre d'espèces. Mais l'information est beaucoup plus riche que ça. Si on regarde les individus en se demandant, par exemple, quels sont leurs attributs un petit peu naturels. Bon, ben, à gauche, vous avez, par exemple, des individus qui peuvent se mouvoir dans les airs. Ce n'est pas le cas de tous, donc c'est une information intéressante, peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Vous avez aussi des individus qui évoluent plutôt en milieu marin. Alors les autres ne peuvent pas. Bon, c'est intéressant aussi, c'est une information, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais bon, constatons-le, faisons ce constat tout simple. Vous avez aussi quelque chose de très intéressant là, avec ceci, là, la méduse. Peut-être le savez-vous, je ne sais pas s'il y a parmi vous des académiques qui sont biologistes,
Mais il y a une sous-espèce de méduse qui semble avoir la capacité de passer de l'état juvénile puis adulte, et puis de revenir à l'état juvénile. On appelle ça un éternel biologique, je crois. Et ça, c'est très intéressant, ça. Non? Ce serait bien de comprendre comment on peut passer de 70 balais à tout d'un coup on revient à 20 ans. Non? C'est cool, ça. Bon, ça peut être une malédiction aussi, parce que malheureusement, peut-être que le cerveau, il a gardé l'information, comme dans le film, comment s'appelait ce film? Highlander, où le gars, il reste jeune toute sa vie, mais c'est une malédiction pour lui, quand même, il ne vit pas très bien. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ça peut être intéressant, et puis après tout, je sais qu'il y a des recherches actuelles hein, sur comment faire pour vivre éternellement. Il paraît qu'on a déjà inventé, que l'homme éternel existe déjà, hein, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est une information qui est quand même, elle est déjà là, sous nos yeux, au-delà du décompte d'espèces. Et puis c'est pas fini. Il y a des individus, et il y a aussi des interactions entre ces individus. Si on passe à droite, bon, alors c'est simplifié comme exemple, mais on se dit, tiens, il n'y aurait pas des prédateurs et des proies là. Le chat, il m'a Hein, le chat, il bouffe les sardines, non, quelque part. Alors du coup, on peut se dire, bon, ok, il y a une chaîne trophique là, et puis on peut se poser la question de savoir si ça va rester en l'état, si on se projette un petit peu, comme il y a des interactions, et que quelque part, parfois, on cherche à prédire aussi. Est-ce que l'écosystème à droite va rester comme ça? Est-ce qu'il y a assez de sardines pour les chats? Est-ce que les sardines ne vont pas disparaître? Est-ce que ce n'est pas les chats qui vont disparaître? Donc là, interaction écologique finalement. Et on voudrait avoir une espèce de façon de mesurer tout ça, c'est déjà très compliqué, alors que je suis parti d'un exemple de pensée très simple. Eh bien, commençons. Donc, commençons par le critère de la richesse. Vous avez compté le nombre d'espèces. Et raisonnons un petit moment sur ce qu'on est en train de faire quand on raisonne sur la richesse, en fait. Vous voyez que, avec des dotations mathématiques, là, qui valent ce qu'elles valent, j'ai défini quelque part les espèces. Avec un premier... Quand je fais des espèces, en fait, je prends des individus vivants et je les mets dans des tiroirs. Donc, en ce qui concerne les tortues, il n'y en a qu'une. Voilà. Et donc, ça me donne un sous-ensemble que je vais appeler grand T. En ce qui concerne les méduses, il n'y en avait qu'une, je la mets dans un sous-ensemble que je vais appeler grand M. En ce qui concerne les papillons, par contre, il y avait 6 individus vivants qui relevaient de cet aspect-là. Je les mets dans le même tiroir et je lui donne un nom, grand P, l'espèce des papillons. Je fais pareil pour les sardines et les chats, et finalement, quand vous comptez, quand vous mesurez la biodiversité en termes d'espèces, qu'est-ce que vous faites? Vous oubliez complètement toute l'information dont on vient de discuter là. Les éternels biologiques, les interactions, tout ça. Terminé. Il y en a qui volent, il y en a qui ne volent pas, il y en a qui vont dans l'eau, terminé. Vous raisonnez uniquement sur ces deux sous-ensembles. L'ensemble TMP, donc tortue, méduse, papillon, qui contient 3 catégories en réalité, pour l'écosystème X, et puis l'ensemble sardines et chats, et vous comptez le nombre, ce qu'on appelle le cardinal en mathématiques, de chacun de ces sous-ensembles. Le cardinal ici ça vaut 3, là ça vaut 2, l'affaire est réglée, la diversité est plus grande à gauche qu'à droite. Et vous voyez la réduction de l'information qu'on a opérée en faisant ça? On est parti de quelque chose, même si c'était, comment je vais dire ça, si c'était un exemple fictif, une expérience de pensée qui semblait hyper simple, on a encore simplifié davantage, mais toutes les métriques, tous les indices font toujours ça. Pas seulement en écologie, en économie c'est pareil. Le PIB, c'est pas quelque chose qui s'observe, hein. C'est pas une donnée de l'observation. Il y a de l'observation, mais il y a de la construction. Il y a beaucoup de construction. En économie, souvent on dit qu'un chiffre, c'est déjà en soi un modèle. Oui. Mais là, c'est pareil. Donc en fait, finalement, des métriques, qu'est-ce que ça fait? Ça prend de l'information brute, qui est déjà souvent pas complète, parce qu'on ne voit pas tout, on n'observe pas tout. Et puis ça mouline ça. Ça mouline avec des fonctions plus ou moins compliquées. Et à la fin, ça vous donne un nombre. Et en moulinant, qu'est-ce qu'on a fait? On a des formules pour mouliner, mais on a aussi une opération qui consiste à classer l'information entre celles qu'on va oublier et celles qu'on va garder. Donc là, on a oublié beaucoup d'informations. Et on en arrive à ça. Bon, très bien. Donc la richesse, ben, c'est ça. C'est le cardinal de l'ensemble. Et là, effectivement, le cardinal de SX, c'est 3, c'est plus grand que le cardinal de SY, qui est 2. Et on en déduit immédiatement que X, l'écosystème X, est mieux que l'écosystème Y. Alors, c'est pas un signe supérieur à la J, c'est un truc un peu incurvé, ça s'interprète simplement en disant c'est mieux. Du point de vue ici, qui nous intéresse, c'est-à-dire du point de vue de la biodiversité.
Bon, eh bien, là, il y a un résultat très intéressant pour ceux qui s'intéressent à ces métriques. C'est ce qu'on appelle une caractérisation axiomatique. Une caractérisation axiomatique, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de mettre en relation biunivoque ou bijective, un pour un, une métrique avec un ensemble de propriétés fondamentales qui finalement construisent la métrique. Et c'est une relation biunivoque, c'est-à-dire que je vais vous lister et je vais vous expliquer ici un certain nombre de principes. Ça veut dire que si vous adhérez à ces principes, on va les expliquer dans un moment, alors ça vous envoie sur le critère cardinal, le critère de la richesse. Et dans l'autre sens, si vous utilisez, ça c'est encore plus important, si vous utilisez le critère de richesse, souvent sans en être conscient, donc implicitement, ou explicitement, si voilà, vous avez regardé la question de près, en réalité vous adhérez aux principes qui sont là. Ça c'est très intéressant, parce qu'une fois qu'on met en lumière les principes fondamentaux, on peut les discuter, les interpréter, se demander mais c'est bien ça que je crois être ce que je pense de la biodiversité? Ou est-ce que par hasard, maintenant que je sais que j'obéis à ça inconsciemment, est-ce que par hasard je ne serais pas au point où je me dis non mais là il y a un truc qui ne va pas là. Si un truc qui ne va pas, alors il faut utiliser notre métrique. Mais vous ne pouvez pas à la fois dire j'utilise cette métrique-là, donc la richesse, et dire un de ces axiomes ne me plaît pas. Pas possible, sinon vous êtes incohérent. Alors c'est quoi ces axiomes? Premier axiome, indifférence entre les singletons. Singleton, c'est un ensemble où il y a un seul élément. Quand vous utilisez cette métrique, si on vous demande de comparer deux écosystèmes, où dans chaque écosystème il y a une espèce, pas deux, pas trois, une seule. Donc mettons à gauche vous avez, je ne sais pas moi, une baleine à bosse, et à droite vous avez une menthe religieuse. Bon. La richesse à gauche c'est 1, la richesse à droite c'est 1. Donc vous devez déclarer que les deux écosystèmes sont aussi diversifiés l'un que l'autre. Baleine à bosse, menthe religieuse. Baleine à bosse versus un protozoaire, être unicellulaire, pareil. Baleine à bosse versus tardigrade, vous savez le petit machin là, qui peut vivre, semble-t-il, même dans le vide, pareil. Le critère de la richesse ne distingue pas entre ces différentes situations. Tout est également biodiversifié dès lors que vous avez un seul élément. Donc là déjà, on peut se dire, tiens, est-ce qu'une voiture, c'est la même chose qu'une voiture, pour parler d'autre chose que de biodiversité? Est-ce qu'une petite Fiat Panda, c'est la même chose qu'une voiture électrique dernier cri, avec GPS, climatisation, qui file à 300 km/h Non, mais une voiture, c'est une voiture. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Bon, on peut toujours se dire, tant pis, je continue ma route, je l'accepte. Mais dire que deux espèces différentes sont égales, apportent la même chose en termes de biodiversité, c'est déjà un petit peu problématique. Deuxième axiome, monotonie par rapport à l'ajout d'une espèce à un singleton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là? Vous partez d'un écosystème très simple où il y a une baleine à bosse. Et vous rajoutez une autre espèce. Donc vous contenez toujours la baleine à bosse, mais vous avez une espèce de plus. Vous devez déclarer, si vous êtes conforme à l'utilisation du critère de richesse, vous devez déclarer que le gros ensemble qui contient le premier est meilleur en termes de biodiversité. Donc ça, c'est un axiome qui est une forme faible d'un axiome plus large, ce qu'on appelle la monotonie par rapport à l'inclusion. Vous partez d'un écosystème, vous l'élargissez en mettant d'autres espèces, vous devez, si vous êtes fidèle au critère de richesse, vous devez conclure que la biodiversité n'a pas baissé. Elle a sans doute augmenté, mais elle n'a pas baissé. Bon, alors, est-ce qu'on a envie d'accepter ça? Imaginons qu'on est à Marseille, on est bien, on est tranquille, et puis on fait venir une espèce invasive. Elle n'était pas là avant. Des Parisiens, tu veux dire? Attention, il y a peut-être des Parisiens dans la salle. Il y en a. On aime bien les Parisiens à Marseille. Non? Oui. Est-ce que c'est bien ça? Ben, pas forcément. Une espèce invasive, vous faites venir la chenille processionnaire du pain qui n'était pas là autrefois. Le frelon. Le frelon asiatique. L'alien des mers, je sais plus comment le nom latin m'échappe. Qui à un moment donné est parti de le musée océanographe de Monaco et qui a envahi tous les bancs de Posidonie en mer Méditerranée. Vous n'avez pas entendu parler de ça?
Polaire plat, taxifolia, non, c'est pas ça. Taxifolia. Bon, il paraît que c'est en voie de disparition maintenant, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien. Ça s'est réglé tout seul. Mais bon, ça avait quand même occasionné beaucoup de dommages dans les bancs de Posidonie, qui, eux, servent d'habitat à toute une série de poissons. Bon, est-ce que c'est bien ça? Vous voyez, si on commence à avoir une vision plus riche, en ajoutant de l'information, en disant oui, mais alors je reviens sur les interactions entre les espèces, avec une vision plus dynamique, il y a quelque chose qui ne va pas là. Eh bien pourtant, si vous faites de la richesse, si c'est ça la métrique qui vous intéresse, vous ignorez complètement cet aspect des choses. Vous amenez une espèce invasive, c'est bien. Et puis indépendance. Alors indépendance, ça c'est une action qui vous dit, vous partez, mettons de deux écosystèmes comme on l'a fait là, et on avait classé le système à gauche mieux que le système à droite. Et vous rajoutez une autre espèce qui n'était présente dans aucun des deux écosystèmes précédents. Je ne sais plus ce qu'il y avait, mettons qu'on rajoute, on va rajouter quoi? On va rajouter un éléphant, c'était ni à gauche ni à droite. Est-ce que l'ajout de cette espèce pourrait être de nature à modifier le classement initial? Ben, si vous faites de la richesse, non. Pour le dire autrement, la contribution marginale d'une nouvelle espèce en termes de biodiversité, donc la contribution marginale à la biodiversité d'une nouvelle espèce, ne dépend pas des écosystèmes dans lesquels vous faites cet ajout. Quelle que soit la composition initiale des écosystèmes, vous ajoutez une nouvelle espèce, ça aura une contribution marginale à la biodiversité. Elle sera la même à gauche et à droite. Quelle que soit la composition initiale des écosystèmes. On va voir dans la famille qui suit que toutes les métriques ne sont pas d'accord avec ça. On va voir les raisons pour ça. Avant de voir ça, quand même une petite dernière remarque sur ces critères de richesse. Tout ça s'appuie sur des espèces. Mais la définition d'une espèce, c'est largement conventionnel. Et si je change la définition de ce que c'est qu'une espèce? Alors moi, je ne suis pas spécialiste, je suis qu'un économiste. Mais je sais qu'il y a des débats, en fait, chez les biologistes, les écologues. Alors on va vous dire, un critère qui permet de savoir si un individu, je le mets dans le tiroir de gauche ou dans le tiroir de droite, si je dis que c'est un lion plutôt qu'un tigre ou je ne sais quoi, c'est l'interfécondité, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent se reproduire? Mais il y a d'autres critères. Et puis pourquoi ce critère-là, d'ailleurs? Bon, ça pourrait se discuter. Et vous voyez que si je change la convention, imaginons que je dise que, en fait, chaque être vivant a de toute façon des points communs. Alors, les papillons, ils ont peut-être des points communs entre eux, mais ils ont aussi des traits distinctifs. Et donc, chaque être vivant est unique. Et je me dis, tiens, sur cette base, je dis que chaque être vivant est une espèce. Ouais. Mais alors, à ce moment-là, j'ai 8 espèces à gauche, j'ai 8 espèces à droite. Si bien que je ne peux plus déclarer que l'écosystème X est plus biodiversifié que l'écosystème Y. Donc là, vous avez une métrique qui en fait est sensible à la façon dont vous définissez ce que c'est qu'une espèce. C'est pas robuste à ça, vous changez la définition, vous pouvez complètement changer le classement que vous faites des écosystèmes. Ouais. Bon, ça va jusqu'ici? Je ne suis pas complètement abscon. Voilà, donc ce classement est vulnérable à la définition de la notion d'espèce. Et, pour revenir à mon histoire d'action A3, là, il est aussi insensible à l'abondance relative des espèces. Alors, pourquoi je dis ça? Je ne vous en dis pas plus, on va le voir tout de suite. L'abondance relative. Alors, vous avez vu que dans Y, il y avait 4 chats et 4 sardines. Donc c'était à peu près équilibré en termes d'abondance. Ce n'est pas le cas dans l'échantillon de gauche, l'écosystème X. Vous aviez une méduse, un papillon, et vous aviez 6 papillons et une tortue. Une sorte de déséquilibre. Est-ce qu'on a envie de tenir compte de cette information que je n'avais d'ailleurs pas mentionnée? Et pourquoi est-ce qu'on en tiendrait compte? On peut en tenir compte parce qu'on peut avoir une idée encore assez imprécise que l'abondance relative des espèces pourrait peut-être peser sur la nature des interactions. Si je reviens sur mes interactions Predator 3, donc à gauche vous avez autant de sardines que de chats. Mais mettons qu'il y ait 4 chats et une seule sardine. Là on se dit quand même, je ne sais pas trop ce que c'est les interactions, mais quelque part pour les chats ça sent pas bon, quoi. Ça ne va pas pouvoir durer longtemps cette histoire. À un moment donné, il y en a un qui va bouffer la sardine et puis après c'est fini, les chats vont disparaître aussi. Vous voyez? Donc on se dit que pour des raisons d'équilibre écologique, quelque part, d'une
une manière qui conviendrait de préciser, qui est un peu fausse en réalité. Mais c'est pas mal si on a une sorte d'équirépartition entre les différentes espèces, entre les différentes abondances relatives. En réalité, c'est faux, ça. Équirépartition, c'est faux. Voilà. Mais clairement, il faut un petit peu d'équilibre. Il ne peut pas y avoir trop de déséquilibre entre les abondances relatives. De là à dire qu'il faut l'équirépartition, il y a quelque chose qui ne va pas, quand même. Voilà. C'est quand même ce qu'on va faire ici, mais on sent bien quelque chose qui ne va pas, parce que est-ce qu'il faut qu'il y ait autant de chats que de sardines pour que le système se perpétue? Ben non. Peut-être qu'il faut, je ne sais pas, 4 fois plus de chats, 4 fois plus de sardines, pour qu'il y ait, je ne sais pas, 4 sardines par chat, vous voyez, ce genre de truc. Donc l'équirépartition, c'est pas forcément... Bien bon, on a un ensemble de métriques qui a démarré comme ça. C'est raffiné un petit peu plus tard, mais ça a démarré comme ça. Mais alors ça veut dire que si on veut avancer, il faut introduire une information qui était déjà présente dans notre écosystème, mais qu'on avait overlooké, qu'on n'avait pas vraiment regardé de près. C'est les proportions. Alors regardons-les, les proportions. 8 individus, mais une tortue. Donc la proportion des tortues, dans le premier écosystème, c'est 1/8. Et ainsi de suite. La proportion des papillons, c'est 6 sur 8, donc 3 quarts, etc., etc. Et alors, on va découvrir toute une famille d'indices qui en réalité gomme toutes les informations à part les proportions. Ce qui veut dire que pour cette famille d'indices que je vais afficher dans la diapositive suivante, l'écosystème X, ça se réduit à ce vecteur à 3 dimensions où j'ai mis les 3 proportions. Donc 1/8, 1/8, 3 quarts. Et l'écosystème Y, ça se réduit à 1/2, 1/2. Et tout le reste, on n'y pense plus. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? On peut faire un certain nombre de choses. Alors évidemment, là, on ne voit pas très bien, mais je ne sais pas si je pourrais ajuster. Ah non, c'est pas ton appareil qui est responsable. C'est là. C'est mon ordi. Bon, écoutez, vous allez me faire confiance. Ouais, il ne manque pas grand-chose. Là, je vous ai donné une formule pour une métrique. Ce que vous ne voyez pas, alors il y a... Bon, procédons par ordre, excusez-moi. D'abord, ici, je mets la proportion d'individus de type A, d'espèce A, dans l'échantillon J. Et je fais la somme sur toutes les espèces. Je fais cette somme, je mets un certain nombre de puissances ici, alpha, et puis le crochet, je vais le mettre à la puissance 1 moins alpha. Je vais vous dire raisonnement ce que c'est alpha. Ben, c'est un paramètre qui peut varier. Autrement dit, avec cette formule, je n'ai pas une métrique, mais j'ai toute une famille de métriques. Mais qui sont toutes basées sur la même information de base. La même information originelle, c'est-à-dire le vecteur des proportions. Après, si je fais varier alpha, ben, j'ai différentes métriques, et d'ailleurs on va les regarder, on va regarder certaines d'entre elles. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que si vous augmentez la valeur d'alpha, qui n'apparaît pas dans la formule, là, ça revient à donner plus d'importance dans le calcul de la métrique à l'espèce la plus abondante dans l'écosystème. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, quand on s'amuse à faire varier alpha comme ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, vous avez des métriques qui vont vous dire que l'écosystème Y, c'est mieux du point de vue de la biodiversité que l'écosystème X, ou le contraire. Alors quand ça vous dit que c'est mieux, là, typiquement, c'est l'indice de Berger-Parker que vous obtenez. Il en manque un. Et l'indice de Simpson, voilà, j'ai oublié de le mettre, que vous obtenez respectivement quand alpha tend vers l'infini et alpha égale 2. Quand X est mieux que Y, c'est pour l'indice de Shannon-Wiener. L'indice de Shannon-Wiener, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui existe en physique, ça. Mais il se trouve qu'on retombe sur cette formule-là, c'est ce qu'on appelle l'indice d'entropie, qui est lié à la seconde loi de la thermodynamique, qui vous parle de désordre, en fait. Et la richesse, en fait, vous l'obtenez quand alpha est égal à 0. Et rappelez-vous que la richesse déclare toujours que l'écosystème de gauche, X, était mieux que l'écosystème de droite. Et vous voyez déjà là où on en est arrivé? Et vous pouvez vérifier par le calcul, parce que les slides, je peux vous les communiquer si vous voulez. On en est arrivé déjà qu'on peut déclarer tout et son contraire. Vous avez plusieurs métriques qui ont toute une ambition de dire voilà ce que c'est la biodiversité, comment je la mesure. Et selon la métrique que vous choisissez, vous allez dire que c'est l'écosystème Y qui est plus biodiversifié ou c'est l'écosystème X. Donc la richesse, je vous rappelle, c'est quand je mets 0 pour l'exposant alpha. Indice Berger-Parker, vous faites tendre alpha vers l'infini et en fait vous obtenez ceci là. C'est-à-dire que pour calculer l'indice Berger-Parker, vous prenez la plus grande des proportions dans l'échantillon J et vous calculez l'inverse de cette plus grande proportion. Voilà, ça c'est pas encore trop compliqué. Voilà.
Et d'après cette métrique, effectivement, là, vous pouvez faire le calcul, vous allez trouver que l'écosystème X a une mesure de biodiversité qui vaut 4 tiers. Donc, si je ne dis pas de bêtises, 1, 33, 3, 3, 3, 3, 3. Et puis, l'écosystème donc Y a une valeur de 2, qui est donc supérieure. Donc, Y, mieux que X. Mais là, vous voyez, vous retrouvez le souci dont je parlais d'uniformité. Parce qu'il n'y a pas... C'est parfaitement équilibré, l'écosystème Y. Il y a autant de sardines que de chats. Ce n'est pas le cas dans le premier échantillon. Donc vous voyez ici jouer ce souci qu'il y a eu à un moment donné pour l'uniformité. Et c'est pas étonnant que finalement, puisque l'échantillon Y est mieux équilibré en termes d'abondance, il déclare que c'est mieux pour la biodiversité, même s'il y a moins d'espèces. Simpson, alors Simpson, ça aussi, voilà, ça va vous donner ceci, c'est-à-dire que vous prenez chaque proportion, vous l'élevez au carré, vous en faites la somme et vous prenez l'inverse. Et ça va vous donner pour chaque écosystème des valeurs numériques qui seront ici pour X 1,68 et l'écosystème Y ce sera égal à 2, 2 plus grand que 1,68, donc vous avez Simpson qui vous dit la même chose que Berger-Parker. Et Shannon-Wiener. Alors Shannon-Wiener, ça c'est ce que vous obtenez si vous faites tendre alpha vers 1. Voilà la formule, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, hein, je ne sais pas. Il y a des anciens académiques, des anciens profs. Bon, vous prenez la proportion de chaque individu, vous la mettez, vous en prenez le log népérien, vous multipliez par la proportion, et pour chaque espèce, vous sommez tout ça, vous affectez le tout d'un signe moins, et vous trouvez voilà, ce qui va vous intéresser. Alors quand je corrige, hein, je prends juste la valeur absolue, je trouve ceci. Ce qui vous fait déclarer que cette fois c'est X qui est mieux que Y. X mieux que Y. Voilà, donc on a toutes les possibilités là, à travers des métriques qui existent. Hein, moi je ne les invente pas, je les prends, je les utilise, je regarde ce que ça donne. Hein, c'est tout. Hein. Vous pouvez dire tout et son contraire. Alors, là aussi on a une caractérisation axiomatique pour cette famille. Avec le même intérêt, c'est l'intérêt de la clarté, même s'il faut prendre un petit peu le temps de découvrir ça. Donc tout indice de cette famille est logiquement équivalent à un classement qui obéit aux axiomes suivants: symétrie, invariance à l'échelle, égalisation des abondances, représentabilité des composables et continuité. Bon. Quelle heure est-il? Combien de temps reste-t-il? Oh, 1 heure. Non. Oui. Bon, c'est pas 1 heure. Ah oui, oui. 19h47, encore 1 heure. Non. Tu m'as donné 1 heure au départ. Ouais, donc le temps dont tu as besoin. Vraiment. Prends ton temps pour tout expliquer. Non mais on va aller assez vite. Vous allez voir, il n'y a plus beaucoup de choses à dire. Il y a surtout à discuter. Je pense que vous me disiez un peu ce que vous pensez de tout ça. Moi, je suis curieux de savoir ça en fait. J'ai demandé à Marine Tondelier de venir, donc tu vas lui réexpliquer tout ça. Elle verra la vidéo. Et je vais vous dire moi ce que j'en pense aussi, hein, parce que vous aurez le privilège de me dire ce que vous en pensez. Il est normal que j'ai le privilège de vous le dire aussi. Non, il y a le constat qu'on peut faire par simplement l'analyse, et puis après il y a les conclusions que l'on tire. Ça c'est un peu plus subjectif. J'ai une histoire de Marine Tondelier. Alors la symétrie, qu'est-ce que ça veut dire? La symétrie, vous voyez, si j'ai un indice qui me dit, mettons, l'écosystème X est mieux que l'écosystème Y, mettons. Il y avait donc 6 papillons de mémoire, une tortue, une méduse. Mettons que j'intervertis les... Dites-moi. Je me suis trompé. Il y avait 4 papillons. Non, 6. Non, 6. Il y en a 6, ouais. 3 espèces pour lui. 3 espèces, donc je répète. Hein. Une méduse, une tortue, 6 papillons. Voilà, ça fait 8. Ok, alors la symétrie, ça veut dire la chose suivante. Imaginez que dans le premier échantillon, j'ai interverti par exemple la tortue et les papillons. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une tortue, 6 papillons, je mets 6 tortues et un papillon. Est-ce que ça va changer quelque chose au classement entre X et Y? Absolument pas. C'est-à-dire qu'on se fout complètement, avec ce genre de métrique, de savoir à quelle espèce on appartient. Tout ce qui compte, c'est le vecteur des proportions relatives, c'est tout. Donc le nom des espèces, savoir si c'est un chat, une sardine, aucune importance. Mais juste le vecteur des proportions. C'est ce qu'on appelle la symétrie. Symétrie. Pour le plaisir de la discussion, c'est une action qu'on trouve parfois aussi dans certaines métriques utilisées en économie, pour caractériser le bien-être, par exemple, dans une économie.
On va souvent utiliser cette notion de cette propriété de symétrie qu'on va imposer. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si le bien-être total vérifie cette histoire de symétrie, ça veut dire que le nom des individus ne nous intéresse pas. On se fout de savoir si le bien-être qu'on a compté, c'est celui de M. Paul ou de M. Pierre. J'ai interverti le rôle des deux. Donc j'ai une mesure de la performance économique, si vous voulez, en termes de bien-être dans l'économie, qui ne fait pas de chouchou en quelque sorte. Je ne me demande pas si c'est un homme ou une femme, je regarde son bien-être. À Paul, à Pierre, voilà, c'est tout. Mais là, vous avez un petit peu la même propriété. Invariance à l'échelle. Oui, enfin, entre parenthèses, donc j'ai interverti les papillons et les... Qu'est-ce que j'avais dit, la tortue. De point de vue purement écologique, ça se discute quand même, ça. Le fait que ce soit qu'un critère qui était insensible à cette permutation, voilà, intuitivement, même sans être écologue ou biologiste, comme c'est pas les mêmes espèces, qu'il n'y a pas les mêmes attributs, certaines peuvent voler, d'autres pas, il y en a un qui est un immortel biologique, bon, attention quand même. Bon. Eh ben non, ça on l'ignore. Invariance à l'échelle. Invariance à l'échelle, ça vous dit la chose suivante. Prenez sardines et chats. Donc on avait dit 4 individus dans chaque tiroir. Hein. Je multiplie tout ça par... Je multiplie les sardines par 10 millions, je multiplie les chats par 10 millions aussi. Eh bien ça ne changera pas le classement. Puisque ça ne change pas les proportions quand on fait ça, vous comprenez? Ça ne change pas les proportions. Cela étant dit, comment continuons à commenter les choses du point de vue d'un écologue, c'est quand même, si je multiplie par 10 millions, je passe de 4 à 40 millions, 40 millions. La biomasse n'est pas la même quand même. Donc, bon, quand même, bon. Ben ouais, mais non. Les proportions, c'est des proportions. Ça ne dépend pas des valeurs, des niveaux. Égalisation des abondances. Alors ça vous dit quelque chose assez intéressant, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans le classement. Hein. Vous prenez 2 écosystèmes qui sont les mêmes en tout point, sauf pour 2 espèces. Enfin, quand je dis vous prenez 2 écosystèmes, vous prenez les proportions. Hein. 2 écosystèmes qui sont les mêmes, sauf pour 2 espèces qui ont des proportions plus rapprochées dans un échantillon par rapport à l'autre. Les inégalités de proportions sont plus faibles. Mettons par exemple dans X, là en l'occurrence plutôt Y, sont plus faibles dans Y que ce qu'elles ne le sont dans X. Eh bien, la mesure de biodiversité doit déclarer que l'écosystème où les écarts de proportion sont les plus faibles, c'est mieux. Et donc il y a une sorte d'aversion à l'inégalité, on va le dire comme ça. Aversion à l'inégalité. Si vous avez des proportions plus rapprochées, plus resserrées, c'est mieux. Représentabilité des composables, c'est un peu plus technique, je vais le sauter. Continuité, c'est aussi un petit peu plus technique, je vais le sauter. Ça va toujours. Bon. Vous reconnaissez que j'ai fait un effort quand même pour simplifier les choses. Bon, donc cette famille est l'action de différence par rapport au singleton. Ça, c'est bien de le signaler. Une différence par rapport au singleton, c'est une action de la métrique précédente sur la richesse. Cette famille obéit à cette action. Bon, donc si on l'avait accepté précédemment, on est content. Si on ne l'avait pas accepté précédemment, on n'est pas content. Mais par contre, ça n'obéit pas nécessairement à l'action de monotonie et à celui d'indépendance. Alors pourquoi? Monotonie, rappelez-vous, hein, pour la richesse, on avait dit si j'amène une espèce invasive ou quelque chose qui, je sais, enfin bon, voilà, j'amène un truc de plus, c'est mieux. Là, est-ce que c'est mieux? Pas forcément. Parce que si vous faites ça, vous allez changer le vecteur des proportions. Oui. Et alors ça peut aller dans n'importe quel sens, tout dépend comment vous changez le vecteur des proportions. Si vous allez vers quelque chose de mieux réparti, en incluant, en faisant un plus gros ensemble, c'est bien. Mais si au contraire vous brisez l'uniformité qui prévalait, c'est pas bon du tout. Ouais. Donc vous pouvez tout à fait, avec ce genre de famille-là, ne pas respecter l'action de monotonie. Quant à l'indépendance, rappelez-vous, je vous disais, pour le critère de richesse, la contribution marginale d'une nouvelle espèce que vous ajoutez dans un écosystème ne dépend pas de l'écosystème dans lequel vous rajoutez. Ben là oui, tout dépend comment l'ajout que vous faites va modifier la répartition en fait, le vecteur des répartitions. Vous voyez. Donc on ne respecte pas fortement cette action-là. Bon, pour le pire ou pour le meilleur. Si on ne l'aimait pas cette action, très bien. Si on l'aimait, on n'est pas content. Voilà. Alors, une limitation commune qu'on avait déjà
Non, on n'avait pas discuté, donc on l'a discuté maintenant. De cette famille-là et de la famille de la métrique de la richesse, là, c'est que toutes ces métriques, tous ces indices sont complètement insensibles aux dissimilarités qui peuvent exister entre espèces. C'est-à-dire qu'un échantillon, par exemple, de 4 abeilles et 4 guêpes, donc pour la richesse, c'est 2. Hein. Une première espèce, d'abord des abeilles, ensuite des guêpes, donc 2 espèces, c'est 2. Ce serait jugé complètement équivalent avec un échantillon ou un écosystème où vous avez 4 abeilles et 4 lions. Parce que c'est 2 aussi. Ouais. Donc ça, si vous n'aimez pas trop cette idée, parce que quelque part vous avez en tête de vous dire, mais la divergence ou la dissimilitude qui peut exister entre 4 abeilles et 4 guêpes est beaucoup plus petite que la divergence ou la dissimilitude, dans le sens qu'il faudrait préciser, on le sait intuitivement, mais on n'a pas les outils. Vous voyez, enfin, les biologistes ont les outils. C'est quand même plus petit que la divergence qui va exister entre 4 abeilles et 4 lions. Non, c'est quand même, il y a quelque chose là. Bon, il y a une perte d'informations, clairement. Et bien, tous ces indices, la richesse et puis les indices d'uniformité, négligent, n'incorporent pas cette information, tout simplement. Hein. Est-ce qu'il existe des métriques qui incorporent cette information? Oui, évidemment. Évidemment, ça existe. Vous avez en fait toute une famille d'indices, hein. Pas une seule métrique, pas un seul indice, mais toute une famille. Hein. Mais qui vont précisément incorporer dans le cadre conceptuel qui permet de construire la métrique, des informations qui jusque-là n'avaient pas été mentionnées. Ce que j'appelle ici des DIJ, c'est-à-dire ce qu'on appellerait de manière pas très précise la dissimilitude entre l'espèce I et l'espèce J. Comment mesure-t-on cette dissimilitude? Alors ça, c'est plusieurs façons de faire. Vous pouvez regarder la dissimilitude génétique, première possibilité. La dissimilitude morphologique. Comptez le nombre de traits morphologiques qui sont différents, par exemple. Il y a toute une série de méthodes, de propositions pour donner un contenu informationnel précis à ce que j'ai appelé ici DIJ. Mais du point de vue des métriques qu'on va voir, peu importe quelle est l'information de base que vous utilisez, vous allez voir un biologiste qui va vous dire France aussi, par exemple, c'est bien, ça me plaît, ça fait 20 ans que je travaille sur ça, je crois que c'est bien. Bon, prends-le. Très bien. Mais après, la question, c'est de savoir comment on passe de toutes ces informations qui caractérisent des distances par paire, les dissimilitudes par paire, à une dissimilitude agrégée pour tout l'écosystème. Ouais. Et les métriques vont différer justement dans la façon dont elles permettent de passer du point 1 au point 2. Est-ce qu'on fait simplement une somme? Je somme tous les DIJ. Est-ce qu'on fait autre chose? En fait, il existe plusieurs métriques. Là, je vous en ai indiqué une. Vous prenez chaque distance, la DIJ, vous la multipliez par la proportion de l'individu I et la proportion de l'individu J, qui sont des fréquences en fait, qui peuvent s'interpréter comme des probabilités. Et vous faites ça sur toutes les espèces, I et J, qui sont dans l'échantillon en question. À la fin, vous obtenez un nombre qui peut s'interpréter comme, on va dire, la dissimilitude espérée. Si je tire 2 individus au hasard dans mon écosystème, quelle est la dissimilitude espérée que je peux attendre, en fait, si je fais ce genre d'opération? C'est interprété comme ça. Bon, il y a d'autres indices, il y a d'autres métriques. Là, je vous montre celle-là parce qu'elle est assez simple. On peut même faire les calculs et simplement constater que ça peut tout bien aboutir à ce genre de classement, c'est-à-dire que l'écosystème X va être jugé meilleur que l'écosystème Y. Mais le contraire, en fait, si on poursuit les calculs, là, et qu'on simplifie un petit peu ce que j'ai fait, vous obtenez que la dissimilitude dans l'écosystème de gauche, là, X est plus petit, enfin la dissimilitude agrégée, donc je vais l'interpréter ici comme une mesure particulière de la biodiversité. La biodiversité au sens de Rao dans X est plus faible que la biodiversité au sens de Rao dans Y. À condition que vous vérifiez ceci, c'est-à-dire que vous comparez les dissimilitudes par paire, là, donc ça c'est la dissimilitude entre la sardine et le chat, ça doit être plus grand que 3/8 fois la dissimilitude entre la tortue et le papillon, plus 3/8 fois la dissimilitude entre la méduse et le papillon, plus 1/16 fois la dissimilitude entre la tortue et la méduse. Voilà. Si les dissimilitudes que vous avez, qu'on vous a données, vérifient ça, cette inégalité, eh bien vous allez déclarer que la biodiversité dans Y est meilleure que la biodiversité dans X. C'est pas très... C'est assez intuitif, hein, parce que ça, quelque part, c'est l'information sur l'écart, ce qui sépare la sardine du chat, dans Y.
Et ce que vous dit cette condition, c'est que cet écart doit être suffisamment grand quand je compare une espèce de combinaison, de pondération, de somme pondérée, disons, des dissimilitudes que je trouve dans l'échantillon X. Oui. Voilà. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas de caractéristique axiomatique. Il y en a pour d'autres. Mais peu importe, en fait, on est déjà arrivé à ce que je voulais vous dire sur le message principal. C'est qu'en fait, toutes ces métriques, c'est des moulinettes qui vivent sur des espaces informationnels différents, contrairement à la température, qui ne moulinent pas de la même manière, et qui peuvent rendre des jugements complètement opposés. Et alors, du coup, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Une possibilité, c'est d'en revenir aux axiomes pour savoir à quelle propriété chacune métrique obéit. Pour se questionner si tous ces axiomes, toutes ces propriétés sont vraiment celles qu'on juge désirables lorsqu'on s'intéresse à la biodiversité. Faisons une petite synthèse dans ce petit tableau là. Ici, je vous ai mis la richesse. Là, je vous ai mis les indices d'entropie. Et je n'ai pas mis le dernier indice qu'on vient de voir parce qu'il n'y a pas de caractéristique axiomatique. Et en ligne, je vous ai mis un certain nombre d'axiomes pour voir ceux qui sont respectés par la richesse et ceux qui sont respectés, en quoi ils s'opposent avec ceux qui sont respectés par les indices d'entropie. Monotonie par rapport à l'ajout à un singleton, oui pour la richesse, on l'a déjà dit. Mais pas forcément, donc non en fait, parce que ce n'est pas une propriété générale, pour les indices d'entropie. Indépendance, ça aussi on en a parlé, c'est respecté par la richesse, oui, mais ce n'est pas forcément respecté par les indices d'entropie. Égalisation des abondances, qui pourrait paraître sympathique, hein, j'essaye d'éviter les déséquilibres en termes d'individus dans chaque espèce. Eh bien, le critère de richesse, on n'en a rien à foutre, on s'en fout, donc c'est non. Par contre, c'est structurellement, par construction, c'est respecté par les indices d'entropie. On en arrive presque à la fin. La fin de cette diapositive et puis la diapositive qui suit. Donc pour le débat, oui, quand même, je voudrais un petit mot de... je voudrais me prémunir d'une critique. Moi, j'adore la nature. J'y passe le plus de temps que je peux, pas assez de mon point de vue, mais voilà. Je ne suis pas en train de vous dire tout ce qu'on vous raconte, c'est des conneries, il faut arrêter de faire des politiques pour la biodiversité ou ce genre de trucs. Hein. En tout cas, c'est pas ce que je voudrais dire. Simplement, mon souci, c'est aussi la cohérence. Parce que la science, c'est la cohérence. Et j'essaie, autant que faire se peut, quand je ne me trompe pas, d'être un petit peu scientifique. Toutes ces métriques, en fait, elles ont leur cohérence dans leur couloir de nage. Mais elles ne forment pas un tout, un ensemble qui soit cohérent, comme c'est le cas pour les métriques sur la température. Les métriques pour la température ne se contredisent jamais, c'est pas possible. Parce que par construction, elles ne peuvent pas se contredire. Ici, par construction, il n'y a aucune raison qu'elles soient liées, aucune. Parfois, elles peuvent l'être, je ne dis pas qu'elles vont forcément tout le temps se contredire. Mais elles s'appuient sur des dimensions informationnelles qui ne sont pas les mêmes. Donc parfois ça va aller, parfois ça n'ira pas. Et il n'y a rien qui garantit ça ex ante. Rien. Ça ne veut pas dire voilà, que les atteintes de l'homme à la nature, c'est du pipeau. Là par contre, si vous avez beaucoup d'indicateurs, peut-être pas tous, mais quand même beaucoup d'indicateurs qui sont au rouge quand même. Ils sont quand même tous en train de vous dire attention, là, on va vers quelque chose qui n'est pas très bon. Ça veut simplement dire que la façon, l'espoir qu'on pouvait avoir dans les métriques de biodiversité, de pouvoir passer d'une crainte à la conception de politiques de gestion, là je crois qu'on va un peu vite, quoi. Clairement. En tout cas, il me semble qu'on n'a pas les outils qui forment un tout cohérent pour nous permettre d'avancer les yeux fermés. On ne peut pas avancer les yeux fermés. Donc on ne peut pas, pourquoi? Parce qu'il y a ambiguïté, tout simplement, sur la maîtrise du phénomène. Mais en fait, c'est pas très étonnant. Les premières personnes qui pensaient à ça, elles voyaient la nature comme quelque chose de complexe. On a mis le biodiversité sur cette complexité, et finalement, la biodiversité, ce mot-là, c'est quand même fondé sur la complexité, qui donne une apparence de simplicité à quelque chose qui n'est pas simple, qui vit sur des dimensions informationnelles très différentes, et avec des instruments de mesure qui sont tous très différents. Donc voilà, désolé, alors c'est le point 3, pas 2, mais une politique donnée, du coup, ça veut dire que ça peut tout à fait favoriser la biodiversité pour une métrique, et la défavoriser pour une autre métrique. C'est un problème, ça. Du coup, quelle métrique faut-il choisir? Laquelle? Alors, un élément de réponse, c'est de comparer les axiomes, les propriétés. Je vais vous en mentionner quelques autres. Hein. Mais parce que, vous voyez, si on va vers l'opérationnel, ce serait bien d'avoir quand même un début de réponse à cette problématique. Alors, choisir la bonne métrique, mais sans prétention à la généralité. C'est
c'est-à-dire préciser de quoi on parle. C'est-à-dire que moi, je vous dis que je vais choisir la métrique au sens de la richesse, et ce sera ça ma cohérence dans ma politique publique. Mais ça veut dire que je m'interdis aussi de dire la politique que j'ai mise en place, c'est bon pour la biodiversité, si je ne précise pas ce que j'entends par biodiversité. Parce qu'en fait, dire tel truc c'est bon pour la biodiversité sans autre précision, à ce niveau de généralité, ça n'a aucun sens. Enfin, en tout cas, à l'état actuel, ça n'a aucun sens. Sauf à faire un choix d'une métrique particulière. Là, c'est autre chose, mais il faut faire un choix. Et alors, ce qui va avec aussi, au-delà de l'aspect de la cohérence, c'est le risque de manipulation quand même aussi. Il faut être conscient de ça. Si je mets en place une politique publique, je suis chef du gouvernement demain, je mets en place une politique publique, certains vont me dire « Oh, c'est pas bon pour la biodiversité ». Si. Ou alors moi, je fais du cherry picking, je t'ai trouvé ma mesure, regardez, pas de souci, ma mesure dit que ça a augmenté, c'est bon. Oui, mais... Bon, vous avez compris. Une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle l'usage du critère de dominance. Alors ça, c'est quoi? Mettons que je veux mettre en place une politique de protection de la biodiversité, et donc une politique A versus politique B, par rapport au statu quo. Si je fais A, je me rends compte que, coup de chance, tous mes indicateurs, toutes mes métriques me disent c'est bon. Alors que si je fais B, il y en a certaines qui me disent c'est bon, d'autres disent non, c'est pas bon. Bon, ben du coup, je fais A, puisque tous les feux sont verts quand je fais A, vous voyez? Mais malheureusement, on ne peut pas espérer que ça va arriver très souvent, ce genre de choses. Et puis en général, ça n'arrive pas. Il va y avoir des contradictions. Ce qui veut dire que le critère de dominance, qui est un critère que je viens ajouter à mes critères de mesure de biodiversité, c'est un métacritère. C'est un critère sur les critères. Ce critère de dominance, il est incomplet. Il y a des situations où il va pouvoir me dire « Ok, c'est bon, tu peux y aller, tous les feux sont verts, vas-y ». Et puis il y a d'autres situations où il ne pourra rien me dire. Parce que j'aille à droite ou à gauche, il y aura des feux qui seront verts, il y aura des feux qui seront rouges. Alors, une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle l'analyse multicritère. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Ça consiste à faire des espèces de moyennes pondérées de tous les critères qu'on a vus, et d'autres. Donc je vais mettre des poids sur chacun des critères, et puis je regarde le score total. Oui. On peut le faire, puisqu'à la fin de chaque métrique, on a des nombres. Mais d'abord, il y a deux problèmes en fait quand on fait ça. Il s'agit déjà de déterminer quel est le profil des poids. Pourquoi est-ce qu'on mettrait plus de poids, par exemple, sur le critère de richesse par rapport au critère d'uniformité? Bon, question ouverte. Et puis, il y a un côté trompeur, parce qu'on met des poids à partir de nombres. Bon, effectivement, à la fin, on a des nombres, mais quelle est l'interprétation qu'on donne à ces nombres? Ça n'a pas les mêmes unités de mesure, vous voyez. La richesse, c'est le nombre d'espèces. L'entropie, c'est un nombre sans unité de mesure. Et donc ça pose la question de l'incommensurabilité des différents éléments constitutifs de cette espèce de métacritère qu'on va utiliser. Et sur ça, peut-être pour une autre soirée aussi, il y a des choses à dire. Mais bon. Et puis sinon, on poursuit l'analyse axiomatique, voilà, qui est très incomplète. Hein. En gros, j'ai presque fait le tour de tout ce qui existe sur les caractérisations axiomatiques. La plupart de ces critères n'ont pas de caractérisation axiomatique. On en connaît certaines propriétés, mais on ne les connaît pas toutes. Si bien que quand vous utilisez un critère, si vous n'avez pas de caractérisation axiomatique, il se peut très bien que sans savoir, si vous utilisez une mesure particulière, sans savoir, vous obéissez à une propriété ou un axiome qui, si vous en étiez consciente ou conscient, ne vous plairait pas. C'est tout à fait possible. Ouais. Voilà. Ben, moi j'ai fini. À vous si vous voulez parler. Sinon ça va. Merci. Je ne vais pas te laisser partir aussi facilement. Il y a quelque temps, nous avons reçu Benjamin Sultan, qui a été le secrétaire général du GIEC, et qui, lui, avait des propositions, en tout cas des interrogations, concernant la revégétalisation. Il disait qu'il y a plein d'expériences, d'initiatives de revégétalisation qui sont prises, c'est par là, et souvent à peu près partout. En tous les cas, c'est ce qui se passe à Marseille depuis quelques années, et qu'elles ne sont pas toujours profitables, dans le sens où c'est à peu près impossible d'arracher un arbre, parce que sous le tronc, il y a un réseau racinaire, et en même temps que ce réseau racinaire, il y a tous les réseaux
eau, électricité, téléphone, gaz qui sont mêlés. Donc on peut couper l'arbre, mais on ne peut pas enlever le tronc. On ne peut pas aller au-dessous de 50 cm, il faut attendre qu'il pourrisse. Et au moment où il va pourrir, mais il va se creuser un trou qui va déséquilibrer les réseaux, eau, électricité, etc. Et en même temps, je disais, mais comment peuvent faire les scientifiques pour informer les politiques? Pour faire du local. Ce genre de problème-là. Pour faire du local, comment les scientifiques et l'ex-sortie université peuvent transmettre une information facilement digérable, compréhensible et utilisable pour mettre en place une politique de la vie. Facilement digérable, compréhensible et utilisable. Tu vois, ça, c'est le Saint Graal. Comment Sébastien Bach, qui est l'adjoint à Marseille chargé de l'environnement, comment peut-il se nourrir de toutes ces connaissances, de toutes ces propositions universitaires pour prendre de bonnes décisions? Alors, il y a peu de temps, une expérience à laquelle j'ai participé, qui me paraît aussi intéressante, parce que on demande aux citoyens de s'impliquer. C'est la Ligue de la protection des oiseaux qui a demandé à tout le monde de se mettre dans son jardin ou à son balcon et de repérer le nombre d'oiseaux et d'espèces qu'il voyait dans un temps donné. Ça, pour le coup, c'est la richesse. Ça, c'est de la richesse. Ça, c'est de la richesse, mais c'est de la connaissance qui est facilement accessible. Il faut mobiliser beaucoup d'acteurs pour faire ces mesures, mais une fois que la mesure est faite... Oui, il y a même d'autres méthodes. En fait, j'ai juste mentionné au passage, mais sans rentrer dans les détails, des facilités d'utilisation des métriques. Sur l'histoire de la richesse, alors, déjà c'est simple comme calcul, mais en plus il se trouve que ça possède un certain nombre d'avantages opérationnels. Notamment parce qu'on sait qu'il existe une relation qu'on peut estimer au niveau d'une ville par exemple, entre la surface au sol et le nombre d'espèces que tu peux espérer trouver dessus. C'est ce qu'on appelle la loi d'Arrhenius, une loi empirique. Okay. Parce que on comprend bien qu'en fait, là c'est bien parce qu'il y a des personnes qui font remonter de l'information, mais souvent on n'a pas cette possibilité. Tu vois, si tu veux savoir combien il y a d'espèces en Amazonie, ça va être compliqué. Donc en fait, on ne procède pas comme ça. On a des espèces de proxy qui relient la surface avec le nombre d'espèces. Okay. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne une première base informationnelle. Et sans surprise, par exemple, si cette loi d'Arrhenius a des paramètres qui ne vont pas être les mêmes selon que tu appliques cette formule, cette loi en Amazonie ou dans le désert du Sahara, évidemment. Mais bon, ça répond pas entièrement. Il y avait plusieurs questions dans ta question. Ma question, c'est comment on fait des politiques intelligentes pour faire un cours. Mais j'ai complètement dévié. Si j'ai pas... Alors, bon, sincèrement, je ne sais pas si j'ai tout compris. Pour ne pas dire l'emploi des mots un peu particuliers. Moi, c'est la chute. Ça, c'est pour la conséquence naturelle ou la conséquence humaine qui a ses besoins. Parce que, à la limite, le frelon, on n'y peut rien, mais s'il a été amené par l'avion parce qu'il est dans un endroit et que ça risque rien, ici, ça nous tue toutes nos ruches et le miel, la production du miel, mais en même temps, la pollinisation et tout le but. Donc, ça serait presque, si c'est pour mettre des pains avec les minots dans l'épinède, alors que le pain, c'est presque une bouteille de gaz prêt à s'enflammer, ça ne sert à rien. Et pourtant, c'est bien de faire ça. Je veux dire que, et là, on est dans une action humaine. Ou alors l'épandage qui tue les oiseaux, ou l'absence de haies qui fait qu'il n'y a même plus de niche pour les oiseaux, et donc en fait, l'oiseau, il meurt tranquillement. Moi, je préférerais qu'il y ait 4 millions de sardines que 4 millions de chiens. Mais qu'il y ait aussi des chiens, parce que pour les rats. Pour les rats. Donc, c'est des actions. Quand on fait ça, c'est pour aider à une action humaine, pour éviter une mauvaise action humaine, ou pour contrecarrer l'action naturelle de ce qu'il y avait avant, les dinosaures qui ne sont plus,
l'ours polaire, parce qu'il va plus y avoir de banquise. C'est quoi, une action volontaire ou une action naturelle? On fait ça pourquoi, en fait? Alors, ça, c'est pour l'homme, en fait. Donc, merci pour cette question. Vous avez présenté ça comme étant quelque chose de naïf, je crois. C'est pas du tout naïf, hein. Et c'est crucial. Ça me ramène au début de la conversation sur l'axiologie, et sur les valeurs, et finalement sur la philosophie. Alors, je vais commencer juste par la fin, pour répondre un petit peu à votre souci. Depuis quelques décennies, il y a une sorte de mouvement académique qui se fait, qui consiste à enrichir en fait la réflexion sur la biodiversité avec une considération pour ce qu'on appelle les services écosystémiques. Les services écosystémiques, c'est services pour l'homme. Oui. Donc c'est pas pour la nature elle-même. La nature elle se débrouille, tant pis pour elle. C'est un peu ça l'idée. Le lien avec l'axiologie, il faut parler un petit peu de philosophie. Il y a plusieurs types de valeurs. Là, cette fois, je parle de valeurs normatives, hein, pas de chiffres. Et plusieurs démarches, en fait. Une de ces démarches, qui répond à votre question, en fait, c'est celle qui combine plusieurs caractéristiques. La première, c'est que c'est une démarche conséquentialiste. Donc, quand on prend une décision, on s'intéresse aux conséquences de la décision. Et pas, conséquentialiste par rapport à déontologique. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas aux règles morales dans l'absolu, sans se poser la question de savoir où ça nous mène. Donc on regarde les conséquences. Et l'autre aspect, c'est les conséquences en termes de quoi? Eh bien justement, les conséquences, par exemple, en termes de bien-être pour l'homme. Quand vous en êtes là, vous êtes à peu près au niveau de la réflexion sur les services écosystémiques. Les services écosystémiques, c'est en gros, qu'est-ce que nous apporte la nature? Si on met en place une mesure politique de protection, finalement, est-ce que nous, les hommes, on s'en trouvera mieux? Donc, je ne sais plus ce que vous avez pris comme exemple, là, sur les enfants. Qui ont fait planter les pins, voilà. Qui vont brûler après encore plus vite. In fine, vous allez regarder dans les deux cas de figure, le profil, cette fois, non pas des profils de nombre d'espèces ou de proportions ou je ne sais quoi, mais vous regardez des profils de bien-être de chacun des individus qui composent la société. Et puis, vous allez vous donner un critère qui agrège tous ces bien-être individuels pour en faire un critère collectif, ce qu'on appelle le bien-être social, et vous allez déclarer qu'une option est meilleure que l'autre si le bien-être social s'en trouve mieux. Vous voyez? Donc là, les services écosystémiques, c'est ça. Service, ça vient du mot bien et service, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut considérer la nature d'un point de vue qu'on peut qualifier d'utilitariste. Même si j'aime pas trop le mot, parce que le sens du mot utilitariste en anglais, c'est pas le même. En français, il y a un côté un peu caca. L'utilité, c'est ce qui est vulgaire, c'est pas, ça se sert, mais c'est pas. Donc, utilitariste, ça veut dire que la métrique que l'on trouve éthiquement pertinente pour juger des actions, c'est la métrique du bien-être. En cela, on pourrait essayer de faire un lien avec le bonheur, parce que parfois on dit plus le bien-être est grand, plus le bonheur est élevé. Et in fine, au fond, c'est le bonheur qui nous intéresse. Bon, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il peut y avoir un divorce entre bien-être et bonheur. Je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail. Mais oui, en fait, la réponse à votre question, c'est de changer le focus et ne plus considérer éventuellement que les métriques de biodiversité que comme valeur instrumentale pour une fin fondamentale qui est le bien-être. Donc en soi, ça n'a pas de valeur dans cette tradition philosophique-là. Les métriques de biodiversité n'ont pas de valeur fondamentale, elles n'ont qu'une valeur instrumentale. Et là, il faut faire le lien, voir si effectivement... Alors après, attention, il peut y avoir d'autres écoles de pensée, d'autres traditions philosophiques qui vont diverger et ne vont pas forcément s'intéresser au bonheur, au bien-être. Donc là, oui, on a un panorama, c'est ce que j'avais dit au début, voilà, c'est ce que j'ai évité de... ça aurait pu être un point d'entrée pour la soirée, en fait. Voilà, discuter du rapport homme-nature en termes de services écosystémiques. En termes économiques. C'est plus près de l'économie. Ouais. Ouais. Là, c'est plus près de ce qu'on pourrait naïvement considérer comme étant de la science, parce que c'est de la mesure physique, objective. En réalité, c'est ce que j'espère avoir quand même communiqué comme message, c'est que tout ça, moi je veux bien dire que c'est de la science, sans aucun problème. Par contre, c'est pas dépourvu de toute considération liée à l'homme, hein. C'est pas objectif au sens où il n'y a que de l'objectif. Comment est-ce qu'on choisit entre une métrique et une autre? C'est l'homme qui choisit. Hein. C'est l'homme qui choisit. Hein, vous voyez, c'est pas complètement objectif. Parce que les informations de base sont objectives, mais on n'en prend qu'une partie. Une sélection. Qui fait la sélection? C'est pas la nature qui sélectionne, c'est nous. Hein. Est-ce que c'est
Le but, c'est de sauver l'humanité ou simplement le bien-être et le bonheur? Parce que ça n'a rien à voir. Ça va être difficile de faire le bonheur de l'humanité si on ne la sauve pas quand même. Je ne comprends pas le critère bonheur. Enfin, pour moi, ce qui est en rapport avec l'écologie, le climat, c'est pour sauver l'humanité, c'est pas pour Oui, alors là, il y aurait. Oui, d'accord, je comprends mieux, pardon. Il y aurait plusieurs éléments de réponse à ce que vous dites. Donc, écologie pour sauver l'humanité, Oui. sans forcément faire son bonheur. Oui, parce que c'est le bonheur, vrai. c'est par rapport à qui? À l'occidental, par rapport au sud, aux pays du sud. Merci. C'est complètement différent. On est en train de faire la version axiologique de la conférence. Non, mais bien sûr. Et puis en plus, il y a des traditions et des cultures dans lesquelles le bonheur ne sert pas de boussole normative pour la société. Ouais, exactement, c'est Ça, pour ça que... Bien sûr. Alors ça, c'est d'ailleurs un biais que certains économistes qui consistent à dire on prend le bonheur ou le bien-être parce que ça, on sait que c'est pas discutable. C'est pas vrai. C'est tout à fait discutable. Vous changez, vous partez dans des pays bouddhistes ou autres, ou même dans l'histoire d'ailleurs, dans l'histoire de France. Comment il s'appelle ? C'est le révolutionnaire Saint-Just qui avait déclaré devant la Convention le bonheur est une idée neuve en Europe. Pourquoi c'était une idée neuve au moment de la Révolution ? Mais parce qu'avant, le but de la société, des choix sociaux formés par le roi, c'était pas d'assurer le bonheur du peuple. Le bonheur, c'était pour après la mort. Et le passage à terre, c'était le purgatoire. Vous voyez ? Donc cette prétention à l'universalité, si vous voulez, du critère de cette tradition philosophique-là sur le bonheur ou le bien-être, en fait, ça ne tient pas. Ça ne tient pas dans l'espace et ça ne tient pas dans le temps, si vous voulez. Oui, et puis en fait, vous retrouvez un slogan qui avait été formulé pendant les Gilets jaunes, fin du monde versus fin du mois. Bon. Moi, j'ai pas de réponse. J'ai des éléments de réflexion, si vous voulez. C'est vrai qu'on pourrait se dire on sauve l'humanité, même si, enfin, il vaut mieux sauver l'humanité plutôt que la perdre si en cherchant à augmenter le bonheur, ça consiste à la perdre. C'est votre. Oui, bien sûr. Et en réalité, c'est plus complexe que ça, parce que tout le monde ne va pas mourir. Je pense pas. Je pense qu'il y a un sous-ensemble de gens qui vont mourir, et d'autres qui ne mourront pas. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Bon, à la fin, on va tous mourir. Ça, c'est pas écrit dans le marbre non plus. Qu'est-ce qui peut être écrit dans le marbre ? De ce que vous êtes, de dire qu'il y en a qui vont mourir et d'autres non. Mais je pense que ça, c'est pas écrit dans le marbre non plus. Il peut y avoir l'inverse aussi. Que ceux qui pensaient qu'ils allaient mourir... Ah oui, c'est tout à fait possible. Mais quand même, disons que je fais une conjecture qui n'a pas de base scientifique, mais qui a une base qui vaut ce qu'elle vaut, c'est la mienne, ça ne vaut pas grand-chose. Mais moi, je pense que dans ce genre de problématique, ce seront à nouveau les plus défavorisés qui vont morfler. Mais oui. Vous voyez ? Ben oui, parce que changement climatique, par exemple. Bon, moi, si je suis riche, j'ai un appartement à New York, j'en ai un autre, je ne sais pas où. Si les eaux montent à Marseille et que Marseille passe sous les eaux, ben, je tire ailleurs. C'est pas grave. On me demande de passer à la voiture électrique. Bon, on passe à la voiture électrique. Je m'en fous. Je n'ai même pas besoin de vendre ma Ferrari pour ça. Par contre, le gars qui a des revenus très modestes, avec sa voiture thermique, et à chaque fin du mois, il a l'eau qui arrive ici. Vous lui demandez de passer à l'électrique. Allez acheter une Tesla. Enfin, vous voyez ? Surtout la Tesla. Surtout la Tesla. Je prends pas cet exemple. La Zoé, parlez de la Zoé. Même la Zoé. Il m'a choqué. La Zoé n'est pas donnée non plus. Et puis, il y a des problématiques pratiques qui sont en train d'évoluer par rapport à l'époque des Gilets jaunes. Ils sont toujours là, quand même. C'est la possibilité de recharger la voiture, quand même. Maintenant, on fait, vous voyez, comment on appelle ça, des rails qui montent sur les étages pour recharger. Et sinon, au début, qu'est-ce qu'on demande au gars ? Le gars, vous lui donnez une Zoé ou même une Tesla, il n'apprend pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse ? Il ne va pas faire courir une horloge depuis le 18e jusqu'au rez-de-chaussée. Ouais. Il va être content sur le coup, mais ça ne lui servira pas grand-chose. Non, en fait, la capacité d'adaptation, malheureusement, c'était ma conjecture, je ne sais pas si vous êtes d'accord, plus on est riche, plus on est aisé, et plus la capacité d'adaptation est quand même grande, semble-t-il. Non, vous ne croyez pas ? Oui, bien sûr, les gros églises et les pauvres
Eh ben, voilà. Je ne sais pas à quelle catégorie vous appartenez. Oui, mais on peut aussi être envahi par des habitants qui souffrent à l'endroit et qui vont envahir Ah ben, un bien autre sûr. continent. Et on ne peut pas leur en vouloir de à ce faire ce moment-là, tout le monde est appliqué, tout le monde est content. Oui, mais les plus riches, ils vivent dans des quartiers favorisés. Alors, c'est une petite voilà. minorité. Voilà, ben oui, Qui mais brûle bien d'ailleurs, qui brûle bien. qu'est-ce qui Les brûle quartiers bien riches qui brûlent bien aussi, Ah, comme à Los Angeles. Mais j'ai pas compris ce qui brûle. Non, mais même s'ils vivent dans un quartier bien protégé, oui, ça oui. brûle bien aussi. C'est-à-dire que des fois, c'est pas si inégalitaire que ça. C'est vrai, Ça les empêche pour pas de l'instant, il y a des partir. critères sur lesquels on est tous égalitaires. Pour l'instant, c'est la mort à la fin. Absolument. Ça, et on a à peu près tous la même résistance au feu. Ça, cela dit, je ne sais pas si vous avez vu là, le début de polémique là, sur Leonardo DiCaprio. Vous n'avez pas vu ça? Menacé par le feu, il a pris son jet privé, il est parti. Voilà. Il y a un appartement ailleurs, une maison ailleurs. Oui. Bon, moi, j'en veux pas à Leonardo DiCaprio. Je comprends. Ce que je regrette, c'est que tout le monde n'ait pas de jet, en fait, comme Leonardo DiCaprio. Mais quand même. Mais c'est une minorité. C'est une petite Ouais, minorité. c'est Quand on parle de l'humanité, c'est quand même la grande majorité. Oui, mais après, vous n'avez pas, c'est pas complètement binaire non plus. C'est-à-dire que vous n'avez pas les ultra riches et les ultra pauvres. Santa Barbara. Entre les deux, il y a plein de choses quand même. Santa Barbara. Il y a les ultra-pollueurs et les pas pollueurs. Vous n'avez pas quand même l'impression de ce que vous êtes en train de dire là sur les riches qui brûlent aussi bien que les pauvres. Et c'est fort intéressant parce que ça va beaucoup plus loin. Le phénomène de Caprio, c'est quand même un épiphénomène. Quand on se demande si il vaut mieux sauver l'espèce humaine ou sauver... On oublie une notion que les bio, les naturalistes, eux, connaissent, c'est l'interdépendance et l'interconnexion des espèces. Bon. L'espèce humaine n'est plus d'espèce parmi l'ensemble des espèces vivantes, et on ne les connaît pas tous, pas toutes. Je parle des insectes, je parle des microbes, je parle des virus, et on pourra aller encore beaucoup plus loin. L'espèce humaine, si on veut la sauver, il faut qu'on préserve l'écosystème qui lui a permis d'exister. Si on ne le préserve pas, il peut avoir tous les jets, toutes les Tesla, il va disparaître, comme ont disparu les dinosaures, comme ont disparu... Voilà. Et peut-être que les mammifères un jour disparaîtront, et que ce sont les cafards, les microbes et les virus qui continuent à vivre. On dit il faut sauver la Terre. Non, la Terre, rien à foutre. La Terre, elle va vivre longtemps. Toujours là. En revanche, l'espèce humaine, les mammifères, ça c'est une autre histoire. Et c'est une affaire globale. Oui, bien sûr, c'est une C'est une équilibre. affaire ça, globale. ouais. Et qui n'est que très rarement perçue sous cet angle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas forcément d'accord, en fait. Enfin, ça dépend de ce que vous mettez derrière le mot qui. Enfin, qui ne perçoit pas. Au niveau scientifique, ce que vous dites là, par contre, c'est perçu. Oui. Oui. Les scientifiques le perçoivent. Donc quand je dis qui, pardon, là c'est la réflexion du Quidam Lambda, mais quand j'entends les prises de parole des décideurs, quand j'entends les discussions dans certains sénats, j'ai l'impression, vous savez, c'est la vieille femme qui m'a fait comprendre quand j'étais tout petit, de dire, tu vois là, tu as un obstacle infranchissable. Ah mon Dieu, que le vent s'évade. Et C'est une belle image. le sentiment, moi ça m'a beaucoup aidé. Moi j'ai le sentiment que les décideurs et les gens qui discutent entre eux, en fait, se focalisent sur un point qui les étonne, qui les inquiète, qui les rassure, ils se focalisent. Et quand on se focalise, c'est un photographe qui parle, on ne voit pas ce qu'il y a derrière le fou. Et c'est un peu ça qui m'inquiète. Et quand je vois les divers modèles mathématiques que vous avez pris, qui sont fort éclairants, parce qu'en fait, quand on les uns ou les autres,
on se rend compte que toutes les décisions qui s'appuient sur 2 ou 3 chiffres qui paraissent clairs et évidents, Ça, absolument. bien sûr. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est fort intéressant. Mais il y a ce paramètre transversal qui est de l'interconnexion entre les espèces et l'utilité vitale des espèces par rapport à eux, y compris d'ailleurs les prédateurs, j'allais dire, et d'abord les prédateurs. Ça, on le met de côté. On ne peut pas Oui, mais quantifier. ça c'est l'ordre, en fait. Et En fait, votre image, je la trouve excellente. Merci à votre grand-mère. Parce que ça montre bien la question de la myopie. Ouais. Est-ce qu'on voit loin ou est-ce qu'on voit court? Et c'est un trait humain de voir court. C'est aussi un trait humain d'être ce qu'on appelle, nous, temporellement incohérent. Temporellement incohérent. Et ça, c'est documenté par plein d'études. On sait que les choix que nous faisons, nous, aujourd'hui, par exemple, un jeune qui commence sa vie là, pas envie de cotiser pour la retraite. Alors, il se trouve qu'en France, on est très paternaliste et il y a une obligation, il y a une ponction automatique sur les bulletins de paye. Mais dans d'autres pays, il y a des pays où c'est votre choix. Donc on laisse faire les gens. Bon, ben, je suis jeune, j'achète une Tesla, je vais au resto. Mais mon moi qui aura 60, 70 ans, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai été con. Maintenant, je suis quasiment à la rue parce que c'est pas de c'est un problème d'incohérence temporelle. Et de courte vue. Non. Oui, bien sûr, mais ça, oui. Alors là aussi, vous en avez des études, si vous en voulez, qui montrent la myopie. Et comment lutter contre ça. C'est aussi l'histoire, c'est aussi d'ailleurs de la sagesse populaire. Hein. C'est Ulysse et les sirènes. Ouais. Et, ouais, pardon. On est d'accord que le genre humain, c'est parce que entre ceux qui vivent dans l'eau et ceux qui vivent hors de l'eau, quand on change, un meurt et l'autre aussi. Tandis que l'être humain qui soit n'importe où, il n'y a que genre humain. On est bien d'accord là-dessus. Parce que j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ce soit presque quelque chose de naturel. Il y a apparemment des gens plus, et il y a des gens qui ne comptent pas. On peut tuer 1500 personnes. Alors, pas du point de vue écologique. Hein. Alors, Du point de vue pas du écologique, point de l'être vue, humain, mais c'est une le problème espèce. écologique, il est la conséquence d'une réflexion politique. Je pense, c'est pas le contraire. Ou très interne. Ça s'en mêle vraiment, mais quand même, on parle bien d'un genre humain, Bien sûr. voilà, sur la oui, planète, et de plusieurs genres possibles autres, végétaux ou végétales ou autres, ou animal. Mais là, moi, c'est pas l'impression que j'ai en ce moment, un peu de ce malaise sur quand on quantifie les choses, tout ça. Non, je trouve qu'il y a, parce qu'on dit au sud qu'il y a du soleil, ben ouais, ben, il y a des migrations, voilà, et que ça paraît être, depuis Depuis que le le monde existe, quelque chose qui se fait tout à fait naturellement. C'est-à-dire qu'on parle plus tellement de perception dans la science, on parle de perception dans nos sociétés réelles. Quoi. Enfin, évidemment qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des surhommes et des sous-hommes. C'est pas la Je ne peux qu'abonder dans ce que... Bien sûr. Mais bon. Et pourtant, ça a été contredit, ce genre de logique. On a un exemple historique très simple, hein, c'est le nazisme. Hein, dans ce que vous dites. Hein. Voilà, il y a les Ariens et puis il y a les sous-races hein, qui méritent à peine de vivre et de voir, pour certaines d'entre elles, il faut les éliminer, comme si c'était des cafards. Moi, ce qui me surprend d'ailleurs dans cette affaire-là, c'est que Hitler a été démenti ipso facto par les Jeux Olympiques qui ont eu lieu, c'était à Berlin, en 1936. Voilà. Vous avez cette athlète nord-américaine qui a battu tout le monde, Owen. Voilà. Donc là, le mec, il a la preuve devant lui que sa théorie, c'est de la connerie, quoi. Mais bon, il persiste. Il a refusé d'aller lui serrer la main, je sais pas. C'est-à-dire que, vous voyez, finalement, on lui a mis le nez dans son caca, ce gars-là. Mais quand on ne veut pas voir, on ne veut pas voir. Hein. Ça, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est le problème, en fait, c'est le problème de l'idéologie aussi, ça. C'est le problème de l'idéologie, ce que vous dites. Enfin, d'une certaine façon de comprendre l'idéologie. C'est-à-dire, quand, je veux dire par là, cette façon
de prépenser le monde et de ne pas changer d'opinion, même quand les observations, les données, les réflexions viennent nous apporter sans arrêt des démentis, quoi. C'est aussi le réel et le ressenti. Ouais. Que ce soit à propos de température, mais aussi à propos de plein d'autres choses. On a entendu les déclarations tonitruantes du Premier ministre à propos d'immigration, parlant de submersion. Il n'y a pas que lui qui a dit ça. Ça a été repris par Mélenchon, je ne sais pas si tu as vu. Et j'entendais ce matin, je ne sais pas si la donnée est bonne non plus, qu'il n'y aurait que 30 000 personnes qui viennent en France par an. Alors, je sais pas. Alors moi, ce qui m'étonne sur ça, c'est qu'on devrait quand même disposer des données. Tu vois, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas des données Mais là, les précises. données, tu vas sur l'INSEE ou autre INSEE. Et puis en plus, je trouve que c'est pas tellement ça le sujet en réalité. Mais non, Tu vois, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ben oui, C'est la c'est ça, question le sujet. qu'on devrait se poser, parce qu'on sait bien que les pays occidentaux sont en déclin démographique Ouais. et qu'il va y avoir besoin de manœuvres, pardon d'utiliser ce Oui, mot, oui. mais il y a besoin d'hommes, de Oui. femmes pour continuer à faire fonctionner. Ben, c'est pour ça que j'aime pas cette histoire de quotas. Des- Là, on n'est plus dans la science. Hein, Et on pour parle faire de- fonctionner cette histoire- l'écosystème. Oui, cette histoire de quotas de Pérou ne me plaît pas à cause de ça. Ben, Parce que oui. combien de places pour un nouveau criminel de plus qu'on ferait venir ici en France? Pas une seule place. Combien tu as de places pour des gens qui vont apporter quelque chose? Ben, on pourrait être 20 millions de plus. Tu vois, c'est Surtout quoi quand cette il y a histoire de petites quotas? mains, quand il y a la Covid, il n'y a que eux qui ont travaillé. Donc on a vraiment besoin de tout le monde, hein, Bien sûr. en plus. Ben oui. On peut le voir comme... Alors, pas non plus tout à fait d'accord avec la vision heureuse de créolisation de Mélenchon, pour ne rien vous cacher. Hein. Je trouve qu'il passe à côté d'un certain nombre de choses qu'en ce moment. Mais enfin, bon, voilà, c'est la question effectivement de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Tu as la formule, le résultat. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Si c'est pour dégrader la situation, il faut se poser des questions. Si c'est pour l'améliorer, on pourrait être 2 millions de plus. Et en plus, on ne pourra pas rester comme ça. Enfin, on peut toujours rester à 68 millions, mais avec une natalité taux de natalité qui baisse. Hein. Mais voilà, bon, c'est des débats qui sont malheureusement, me semble-t-il, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, je vais de recueillir vos réflexions, mais pour moi, tout ça, c'est trop empreint d'idéologie. Le fil conducteur de l'université populaire l'année prochaine sera quelle démocratie? Ouais. C'est pareil, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Pour moi, c'est ça la démocratie. Ce sont pas une série de règles et de lois. C'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et comment on le choisit, comment on le décide? Et avec qui on le partage? Parce que c'est... Je peux avoir des noms à te suggérer, si tu veux des Ah oui. intervenants sur ce genre de problématique. Ouais, volontiers. Tu vois, tu peux approcher ça par l'histoire, tu peux approcher ça par le droit constitutionnel, tu peux approcher ça par l'économie. Économie, sociologie, Sciences politiques. anthropologie, discipline qu'on aborde habituellement. Mais c'est aussi la démocratie sanitaire, c'est la démocratie éducative. Eh bien, messieurs, dames... Mais le débat idéologique, c'est bien aussi. Quand ça c'est dépend. quand il n'y a pas d'idéologie que c'est mauvais, parce que c'est la pensée unique aussi. Ça peut être la pensée unique. Alors, vous voulez dire qu'il y a confrontation. Oui, mais bien sûr. Oui, oui, bien Et sûr. un idéologue n'accepte pas la confrontation. C'est ça le problème. Hitler, il a collé sur son idée, Jesse Owens, il a beau lui démontrer par A plus B. C'est ça qu'il faut développer. Voilà. Ah oui, bien sûr, on est bien sûr, d'accord. bien sûr. Par la Discuter culture, avec, par la discussion. Je discutais avec votre collègue à côté, ancien journaliste, avant la réunion. On parlait d'un film de culture populaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, World War Z. Ça vous dirait? Un film de zombies avec Brad Pitt. Et à un moment donné, il y a un Israélien qui explique à Brad Pitt comment ils ont compris avant tout le reste du monde qu'ils avaient ce genre de problème qui se présentait là. Et ils ont dit, alors il lui explique, il dit voilà, l'idée que j'ai, ça m'a marqué, ça, du coup j'ai retenu. Il lui dit, en fait, on a commis beaucoup d'erreurs dans le passé, alors qu'on avait consulté des experts, et on n'a pas pu voir arriver des attentats de ceci, des problèmes sanitaires de cela. Pourquoi? Parce qu'ils avaient constitué des comités d'experts avec le but de faire sortir du comité la doxa, la vérité ultime,
tout le monde se serait mis d'accord. Et alors, en partant de ce constat, ils se disent maintenant, on va procéder autrement. Et on va mettre en place ce qu'on appelle, de manière institutionnelle, ce qu'on appelle le 13e homme. Et le 13e homme, dans ce comité, il a pour fonction de venir apporter une vision contradictoire au consensus qui se dégage. Après, on n'adhère pas, mais au moins on l'exprime. On la met sur la table, on la confronte. Et finalement, on regarde ce qu'on devrait toujours faire. Enfin, en tout cas, dans l'idéal scientifique, c'est ce qui devrait toujours se faire. C'est que vous mettez les arguments sur la table. Pas les personnes. Pas, je me fous de savoir si un tel est prix Nobel ou pas prix Nobel, s'il y en a un qui a un doctorat ou il n'en a pas, est-ce qu'il a le bac, il n'a pas le bac. Quand on soumet un papier à une revue, la revue ne nous demande pas si on a le bac. Hein. Et souvent, on est obligé de gommer les noms. Hein. C'est-à-dire que ce sont les arguments qui comptent. C'est pas la question de savoir d'où je parle. Alors je sais que c'est à la mode, là. Je regarde d'où tu parles, si tu n'as pas un bac plus 36, tu es de la merde. Non. C'est-à-dire que si vous avez un gamin qui vient et qui vous apporte la démonstration du théorème de Pythagore, vous dites, toi t'es un gamin, pas regarder ta démonstration. Non, il faut regarder les arguments, mais c'est bon ou c'est pas bon, vous comprenez? Ben, c'est ce qui avait été fait aussi à Évariste Galois, quand il a présenté le concours polytechnique. En substance, il a présenté ses travaux relativement avancés sur la théorie des corps. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Peut-être Évariste Galois, ça doit vous parler, parce que c'est le gars... Bon, il y a la version romancée de son histoire, c'est qu'il était amoureux d'une jeune fille en même temps qu'un autre, ils se sont disputés pour la jeune fille, et donc c'était le temps, au 19e siècle, là, des duels, et donc l'autre défie en duel, Évariste Galois ne savait pas se servir de pistolet, donc il allait mourir, alors que l'autre savait l'utiliser, il allait mourir, et il a passé toute la nuit à mettre sur du papier tout ce qu'il n'avait pas eu le temps d'écrire sur ses découvertes en mathématiques. Donc il a fini ça, de temps en temps en marge il disait tout ça c'est la faute d'une femme, bon la pauvre, et puis il est parti au duel, il est mort, après avoir organisé pendant 3-4 heures, je crois, dans la rue comme un chien. Évariste Galois, un des plus grands génies. Bon, le gars il présente le concours, avant d'en arriver à cette fin romanesque, il présente le concours polytechnique, où il présente sa théorie des corps. Bon. Ces examinateurs ne comprennent rien. C'était tellement une autre façon de penser qu'ils... Vous voyez ? Et puis bon... Cet examinateur, c'était des sommités reconnues en mathématiques. Et lui, c'était un gamin qui présentait Polytechnique, il n'était même pas diplômé. Voilà. Bon, vous savez la conclusion qu'ils en ont eue? Ils se sont dit, bon, je comprends rien à ce qu'il raconte, donc j'en conclus que c'est faux. Non mais, vous voyez, c'est quand même fou de penser comme ça. Non, en fait, idéalement, quand on a ce genre de problème, comme on a eu pour la crise Covid, hein, et là je vous livre ma vérité avec une arrogance monumentale, il faut effacer les noms. On enlève les noms des gens, c'est plus... on regarde, parce que du coup, on va arrêter de dire, tiens, je sais pas, un tel, il a couché avec je ne sais qui, l'autre, il a eu son doctorat dans une prochaine surprise. Une fois qu'on ne peut plus regarder ça parce que ça a été gommé, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde les arguments scientifiques. Alors après, il faut avoir un œil compétent, j'en conviens. Mais en tout cas, on regarde les arguments scientifiques. Et ceux qui ne peuvent pas faire ça, ils se taisent, parce qu'ils n'ont rien à dire, finalement. En quoi est-ce que ça nous renseigne de savoir qu'un tel, c'est un salaud, par exemple? Est-ce que ça va nous apprendre que ces résultats scientifiques sont faux? Ben non, je suis désolé de... On peut être le pire des salauds, avoir commis le pire des crimes et produire des résultats scientifiques justes, ou recevables, ou convaincants, vous comprenez? Ça n'a rien à voir. On ne va pas discréditer les arguments scientifiques en attaquant les personnes. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être regrettable, on aimerait penser que tout scientifique éminent est aussi un ange, mais non, c'est pas un ange, le gars. Ou la fille. Alors, pardon pour cette vérité, ça sert. on rentre à la maison.